Bonjour, bonsoir. Comme je ne veux rien oublier sur cette conférence, j'ai tout écrit. Donc de temps en temps, je me rends en train de regarder mon texte. Mais la matière est tellement riche. Le but de cette conférence est d'entrer dans l'univers musical de Chopin, à travers son œuvre la moins jouée et certainement la plus novatrice. Schumann parlait déjà des canons sous les fleurs à propos des préludes opus 28. Et il aurait pu tout aussi bien décrire les mazurkas de la même façon. L'autre but de cette conférence, c'est de déterminer la place du folklore dans la musique de Chopin. On le dit, le compositeur polonais par excellence, mais il faut bien doser quelle est la part du folklore dans son œuvre. Et de montrer pourquoi Chopin a trouvé dans ses racines, donc dans son folklore, les éléments propres à communiquer son langage musical et à faire des mazurkas un journal intime qui parcourt toute sa vie et témoigne aussi de l'évolution de son style. Après avoir donné des éléments biographiques nécessaires à la compréhension des événements qui ont forgé la psychologie de ce compositeur, je décrirai la mazurka comme danse et puis ses caractéristiques chorégraphiques et musicales, pour comprendre ensuite comment Chopin utilise ce matériau pour transcender cette danse en pur mouvement de vie et de poésie. J'aborderai ainsi les domaines qui nous permettront, je l'espère, de constituer un guide d'écoute pour toute cette semaine consacrée à cet immense compositeur. Donc non seulement pour les mazurkas, mais aussi pour le style de ce génie hors norme et si novateur. Je vous parlerai de la répétition et de l'accompagnement en bourdon, typique des musiques populaires, puis de la vie rythmique des mazurkas, pour enfin aborder l'art oratoire et les couleurs du langage de Chopin à travers les échelles musicales puisées dans le folklore. Enfin, nous tenterons de vous donner les clés de l'univers harmonique si particulier de ce génial inventeur de couleurs, à travers quelques idées clés pour la compréhension du style harmonique de Chopin. Donc nous allons commencer par des repères bibliographiques. Je n'ai gardé que ce qui nous intéressait, bien sûr. Chopin vivra 39 ans. Alors dans la lignée des grands compositeurs jeunes morts, morts jeunes comme Mozart, Schubert, Bellini, Mendelssohn, effectivement le 19e siècle est riche de ces génies qui peut-être par trop de génie, meurt trop tôt d'être épuisé à la tâche. Il faut bien voir qu'en si peu de temps, tous ces compositeurs que j'ai cités ont écrit une œuvre remarquable et monumentale. La famille Chopin, très unie, l'atmosphère familiale est aimante et chaleureuse. Le drame de la mort d'Emilia le 10 avril 1827. Emilia, c'est la jeune fille qui est sur la gauche en bas. Atteinte de tuberculose, affectera le jeune homme de 17 ans, lui-même d'une constitution physique affaiblie par moment, je dis bien par moment et pas toujours, par un mal qu'on confondra toute sa vie avec la tuberculose, mais qui s'avérera sur les recherches récentes comme étant en fait la mucoviscidose. La maison natale, donc comme je vous ai dit, une enfance très heureuse, à Velazowa-Wola, près de Varsovie, puis le père de Chopin devient précepteur et il s'installe au palais de Saxe à Varsovie. Des vacances surtout pour ce qui nous intéresse, c'est pour les mazurkas, dans la campagne polonaise, à Zafania, en Mosavie. Il transcrit soigneusement les chansons et les danses populaires avec la passion d'un ethnologue. Sa mazurka en si bémol de 1826 intègre les formules rythmiques de la région de sa mère, la Koujavie. Des professeurs de Chopin, deux personnes un peu atypiques, pas pianistes, ou si peu, donc plutôt des grands musiciens. Une formation au conservatoire avec Zimny, et Würfel au piano et à l'orgue, et puis ensuite avec Elsner à la composition et au contrepoint. La première composition date de 1817, Chopin a 7 ans. Chopin au piano, déjà très connu à Varsovie, il est pressenti comme le compositeur polonais capable d'exprimer l'âme de ce peuple au passé ravagé. On espère qu'il écrira des opéras, puisqu'on est compositeur au 19e que quand on écrit des opéras, eh bien il prouvera le contraire. Il quitte la Pologne à 20 ans, et toute cette Pologne qui ne reverra jamais, et effectivement, à travers toute son œuvre, il y a cette dimension d'exilé et un patriotisme douloureux. Il aidera d'ailleurs beaucoup les émigrés polonais à Paris toute sa vie. On sait qu'il a donné très peu de concerts, peut-être une quinzaine sur l'ensemble, mais par contre beaucoup de concerts privés et beaucoup de concerts de bienfaisance pour aider ses compatriotes.
Le piano de Chopin, alors bon, c'est pas juste pour faire le piano de Chopin, mais si on remarque bien ce piano, il a 6 octaves et demi. C'est vraiment, Chopin arrive à un moment clé de l'histoire de cet instrument, puisque entre 1820 et 1835, Erard, donc à Paris, invente le double échappement qui permet au piano, en fait, de faire ressonner une note sans que le son meure. Et ça, c'est une chose très importante, ça permet la virtuosité, bien sûr, la vitesse, mais aussi ce jeu au fond de la touche et un certain rapport au clavier qui n'existait pas avec le clavecin. Donc il ne manque plus à cette époque qu'un compositeur pour explorer ce nouvel univers sonore possible avec ce nouvel instrument, déjà pressenti par Clémenty quand même, qui, si on pouvait dire qu'il y a un prédécesseur de Chopin, c'est Clémenty, qui était plus un pianiste qu'un classiniste. Donc Chopin aussi, particularité, compose particulièrement exclusivement pour le piano, qu'il appelle son confident dans ses lettres. Des recensions de sa manière de jouer, Delphine Potocka, donc une jeune femme dont elle est tombée amoureuse d'ailleurs, écrit « Personne n'a jamais mu de la sorte les touches d'un piano. Personne n'a su en tirer les mêmes sonorités nuancées à l'infini. Son jeu jamais immuable, jamais fixé. Caractère spontané de ses interprétations. Chopin est un grand improvisateur. » Ensuite, Delphina poursuit « Entendre le même morceau joué 2 fois par Chopin, c'était pour ainsi dire entendre 2 morceaux différents. Il faisait toujours onduler la mélodie. » Chopin est aussi le père de la technique moderne, qui a influencé bien sûr tous les gens qui sont après lui, Fauré, Ravel, Debussy, Rachmaninoff, Scriabine, et même des gens comme Carmen, aide-moi, Crum. La main de Chopin, pourquoi la main de Chopin? C'est pas pour vous montrer qu'il avait de belles mains, c'est qu'il a écrit une ébauche de technique, de méthode pour piano qui n'a pas abouti, malheureusement, mais quand même, une petite remarque sur cette main, il insistait auprès de ses élèves en disant que votre main gauche doit être votre maître de chapelle, tandis que votre main droite jouera ad libitum, c'est-à-dire sans s'arrêter. Le rubato, on verra ce que c'est. Le rubato, justement, et il y avait prévenu sur le rubato. Donc, qu'est-ce que c'est que le rubato? C'est une main gauche qui ne bouge absolument pas, une main droite qui fait croire qu'elle bouge. Voilà, nous avons ensuite Chopin qui arrive à Paris, donc Paris 1831, excusez-moi, le 20 juillet. Il devient professeur de l'aristocratie parisienne. Il joue beaucoup dans les cercles privés. Un exemple aussi là de récession sur la manière dont se passaient ces soirées. Chopin, de bonne humeur, s'était assis de lui-même au piano, car par respect pour son talent, on ne le priait jamais de jouer pour la danse, donc on jouait pour l'écouter. Et il lâcha la bride à sa gaieté. Alors jaillirent sous ses doigts à profusion un grand nombre de mazurkas improvisées, mais 3 d'entre elles seulement purent être mises à écrit le lendemain. C'est une récision de Kohlberg. Chopin, bien sûr, c'est aussi George Sand. Ils étaient amoureux, enfin ils ont vécu ensemble de 1836 à 1847. Alors c'est pas tellement la vie de George Sand qui nous intéresse, mais c'est qu'elle était à une place privilégiée. Elle sera beaucoup d'ailleurs dans l'image d'un Chopin hanté par l'idée de la mort, au point de l'appeler mon cher cadavre, pour vous dire que, bon, voilà, eau et autres mots délicieux, j'en passe des meilleurs. À Nohant, donc George Sand a une maison à Nohant. C'est une maison importante pour Chopin parce que c'est un lieu de ressourcement, loin d'un Paris où on étouffe l'été. Il faut bien imaginer que Paris n'avait pas le confort d'aujourd'hui, quoique dans certains quartiers, c'est toujours comme ça. Et en compagnie aussi d'une société d'amis artistes, dont Delacroix, avec qui il discutera beaucoup musique et peinture, et surtout couleur. Le caractère de Chopin, il n'aimait pas être sans compagnie, en fait, il aimait la compagnie. Plus enjoué que l'image grabataire qu'on fait de lui parfois. C'était un grand caricaturiste, je n'ai pas pu montrer trop de caricatures parce que ce n'est pas le propos, mais il aimait aussi les bons mots et c'était quelqu'un d'assez fin d'esprit. Il parlait aussi plusieurs langues. George Sand sera une source de renseignements irremplaçable, même si elle revisite leur histoire sentimentale en sa propre faveur après leur rupture. Mais ces témoignages sur les habitudes du compositeur et sur sa création restent inestimables, parce que Chopin a très peu écrit, en fait, sur ses œuvres.
Voilà comment se passait la création chez Chopin, création toute spontanée, généralement l'étincelle initiale arrivait en été, donc à Nohant. Ensuite, un long travail de perfectionnement durait des semaines. Voilà ce que dit George Sand. Il s'enfermait dans sa chambre des journées entières, pleurant, marchant, brisant des plumes, répétant ou chantant 100 fois une mesure, l'écrivant et l'effaçant autant de fois, et recommençant le lendemain avec une persévérance minutieuse et désespérée. Il passait 6 semaines sur une page pour en revenir à l'écrire tel qu'il avait tracé du premier jet. 3 lignes restaurées sur 4, 3 lignes raturées sur 4, voilà du vrai, du pur chip-chip, ce qu'elle appelait chip-chip, en privé bien sûr. Donc vous voyez sur ce manuscrit les retours, voilà, et sur cet autre manuscrit des repentirs aussi. Chopin a écrit aussi à son éditeur Wesel, ce sera important pour décrire qu'est-ce que c'est que ce mazurka. Est-ce que c'est vraiment la reconstitution de scènes vécues ou pas? Il écrit à Wesel, en tout cas de Wesel, qui était un de ses éditeurs, s'il perd sur mes compositions, c'est certainement à cause des titres stupides dont il les affuble en dépit de mes ordres formels. Chopin ne voulait jamais mettre de nom sur ses œuvres parce qu'il considérait que en fait, c'était pas son propre musique. Chopin par Nadar, on a de la chance, c'est pas un tableau comme celui de la Croix tout à l'heure, c'est une photo d'un Chopin fatigué après un séjour en Angleterre en 1847, épuisant physiquement et moralement, et un Chopin qui va passer ces 2 dernières années vraiment entre le lit et le piano, et le lit, et le lit, et le lit. Enfin, ce que tous ses contemporains retiennent de lui, dans sa tombe au Père-Lachaise, qui est un peu dans l'image de ce qu'il est. La dernière chose, a-t-il dit, avant de mourir, c'est la simplicité. Et Heine disait de lui, sa vraie patrie est le royaume enchanté de la poésie. Alors, nous allons nous intéresser maintenant un peu à ce que c'est que la mazurka avant que Chopin y mette la main. D'abord, Chopin a écrit beaucoup de danses, bien sûr, 17 valses, 20 polonaises, 58 mazurkas. Vous voyez que les mazurkas sont les plus nombreuses. La danse de la mazurka est originaire de Mosovie. Attention à ne pas confondre avec la Mazurie. On pourrait croire que Mazurie égale mazurka, pas du tout, parce que la Mazurie est en russe. Donc c'est une région de plaine autour de Varsovie, peuplée par le peuple mazur. Cette danse traditionnelle est aussi appelée mazur en polonais, mazur, à peu près, je ne pourrais pas donner comme ça. Introduite partout en Europe à partir des années 1820-1830, elle a l'équivalent de la popularité de la valse à la fin du siècle et puis du rock dans les années 60. Il existe 3 types de mazurka. En fait, ce n'est pas la mazurka, mais il y a des mazurkas. La mazurka au tempo modéré, qu'on appelle la kujawiak, se distingue par son balancement et sa mélodie chantante, dont vous en entendrez tout à l'heure. Son tempo lent. Alors il y en a une qui est rurale, plutôt dans le mode majeur, et une qui est des villes, plutôt en mineur. Ensuite, il y a une deuxième danse qui s'appelle l'oberek, qui est rapide, joyeuse, avec des tendances avec des accents irréguliers. Et enfin, la kujawiak, je vous l'ai dit, la kujawiak, oui. Et puis la mazurka, qui est de tempo modéré. Donc ça permet 3 types d'expressions différentes, avec 3 tempis différents, puisque à peu près la kujawiak est vraiment lente, la mazurka est entre 120 et 130 à la noire, et l'oberek entre 160 et 180, donc assez rapide. Je vous passe les détails de la mazurka. Bon, il y a des récessions, il y en a dans Anna Karénine de Tolstoï, dans Guerépé, aussi dans Le Mari de Tchekhov, où il raconte l'histoire de la Talioni, en fait, de quelqu'un qui l'a vu danser si bien la mazurka qu'il a mis du champagne dans sa chaussure pour la féliciter, et de là vient qu'on met du champagne dans les chaussures pour les grands événements. Voilà, enfin, la mazurka de Dabrowski, c'est l'hymne national depuis 1926. Nous allons entrer dans la danse. Danseur de mazurka. Donc, comme je vous ai dit, la mazurka est une danse de caractère improvisé. Généralement, on a 4 à 12 danseurs qui sont par couple. Les danseurs tapent du pied en imitant le bruit des sabots des chevaux. Une des figures est importante. L'homme se fait une génuflexion et pendant ce temps-là, la femme tourbillonne autour de lui.
une mazurka vraiment populaire, mais bon, on va les déguiser. Remarquer les figurations répétées, la musique qui joue beaucoup la répétition et le mouvement de la voix des danseurs. Je pense que vous avez compris, je vais vous en montrer une moins populaire, en tout cas, j'ai pas pu trouver de vraie mazurka populaire, désolé, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Je vais donc maintenant, on va rentrer un peu plus en détail dans la mazurka. Donc c'est une danse à 3 temps qui se distingue de la valse parce qu'en fait la valse fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Donc en fait la valse bizarrement est une danse, comme je le disais si bien Brel, à 2 temps, mais un long et un court. Voilà. Et donc quand on sait danser la valse, effectivement, on pose les pieds sur un premier temps qui est lourd, sur lequel on s'appuie, et on pose un deuxième temps qui est en fait le troisième temps sur un levé, c'est-à-dire on pose en étant levé, physiquement. Ça c'est la valse. La mazurka, elle par contre, vous allez comprendre tout de suite avec cette danse, donc beaucoup plus stylisée, puisque je vais vous montrer un exemple de mazurka de salon, où on voit bien le troisième temps sur le danseur qui fait un coup de talon sur les troisièmes temps. Ça fonctionne par 4 mesures et qu'à chaque fois il y a une nouvelle figure qui vient s'installer, soit une figure sur laquelle on tourne, soit une figure sur laquelle on se fait face, et une occupation comme ça de l'espace qui est à la disposition des danseurs. En fait, normalement ça s'improvise ça. Hein. C'est pas, là c'est très réglé, mais ça peut s'improviser en cours de route. Voilà, donc ce fameux coup de cheville qu'on fait sur le troisième temps s'appelle alubieg en polonais, pour ceux qui aiment le polonais. Alors, pour l'accompagnement maintenant de la mazurka, en tout cas dans sa partie populaire, on a du tambour, on a un instrument polonais qui s'appelle le dudi ou duda en français. Il n'y en a qu'une seule référence dans les mazurkas et ça dure peut-être, je ne sais pas, 15 mesures. Et après, Chopin, en fait, en corrigeant les épreuves, l'a annulé. Donc il ne voulait pas trop qu'il y ait de référence, même si l'univers musical, bien sûr, est là. Alors, quel était le rôle de ces instruments qui accompagnaient?
Les danses pouvaient être chantées ou dansées, et on avait des accompagnements soit par une flûte en roseau de berger, soit par un violon, donc soit par le fameux outil. Je vous en fais entendre un petit bout, c'est une sorte de cornemuse, hein, et qui produit un son ou deux sons, c'est-à-dire une tonique et une dominante. On écoutera aussi cette gamme tout à l'heure qui est particulière à l'Europe centrale. Je vous fais entendre ce bout de dit. On a changé de gamme là, hein. On est passé de A. D'accord, voilà. Donc on en parlera tout à l'heure de ça. Alors, pour introduire le Mazurka de Chopin, j'ai trouvé une partition de Fontana, qui était le collaborateur de Chopin, un collaborateur et ami. C'est un homme à qui on doit beaucoup de choses, hein. Faut quand même le reconnaître, même si à la mort de Chopin, étant lui-même compositeur, il a un peu arrangé les œuvres posthumes, donc on se retrouve des fois avec 3-4 versions de Fontana, un peu bizarres, qui ne sont pas très chopiniennes. Alors en rouge, j'ai mis des couleurs. En rouge, c'est pour vous donner les caractéristiques de ces mazurkas. En rouge, on a la répétition, donc vous voyez les signes de reprise, et puis les gâteaux qui vont par deux, donc qui font qu'on a deux mesures qui, plus 2 font 4, etc. Ce qu'on a vu tout à l'heure. En vert clair, vous avez le rythme de la mazurka, pam, papam, ou pam, papam, pam, qui peut être plus ou moins serré en fonction du tempo. En vert foncé, vous avez le triolet aussi. Ça aussi, ça fait partie des caractéristiques rythmiques de la mazurka. En orange, quelque chose aussi qui sera très important, vous allez l'entendre dans les différentes mazurkas que je vous jouerai après. Les variations agogiques, donc rallentando, à tempo, c'est-à-dire c'est des accélérations, des décélérations libres des danseurs sur la musique. Ensuite, nous avons les trilles et les acacciatours, ces genres qui correspondent au saut des danseurs qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, l'appui sur le deuxième temps qu'on voit en jaune, en fait, une figure longue, ti, 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 3, 1, 2, 3, voilà, qui sont les caractéristiques de la mazurka. Alors, ce qu'on va voir maintenant, après avoir un peu visité cette danse folklorique, voir ce que Chopin en fait. Et là, on entre dans un nouveau monde. Alors, nous allons aborder la répétition, le bourdon, le rythme, la mélodie, les échappées musicales et l'écriture savante, c'est-à-dire l'harmonie. Je ne parlerai pas du contrepoint parce que c'est un peu long. Voilà. Alors, j'ai fait un petit tableau, il ne faut pas tout lire, hein. Autrement on y passerait la soirée. Mais ce tableau est intéressant, je vous le montre, ça c'est le premier volet, donc c'est les mazurkas par ordre d'opus et puis par date. Et à droite, en fait, c'est pas écrit hein, sur chaque mazurka, si c'est une obérec, si c'est une kujaviak, si c'est une mazurka. Donc c'est le tempo qui nous l'indique, c'est le caractère aussi de ce qu'il y a à l'intérieur de la musique qui nous dit si on est plutôt dans une obérec, une kujaviak ou une mazurka. Mais j'ai un peu fait le... Je me suis dit, bon, si ça c'était quelque chose, celle-là, etc., ce serait plutôt une obérec ou plutôt une mazurka. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ce que ça devient. Si vous remarquez, en début de tableau, moi je passe le vôtre, attendez. Oh, je vais appuyer sur le mauvais bouton. Voilà. Donc ça, elles sont à l'envers. Alors voilà la première, donc de 1830 à 1842. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans cette première période, la mazurka et l'obérec prédominent, donc en bleu et en rouge. Ensuite, on a une deuxième période, vous voyez le bas du tableau, hein, une deuxième période jusqu'en 1841 où on a beaucoup plus de mazurka. Et enfin, dans une dernière période, on a des oppositions franches entre les danses obérec qui est très rapide et les kujaviak qui apparaissent beaucoup plus nombreuses. Vous
voilà, donc certainement un Chopin peut-être fatigué, plus intime aussi et moins expansif. On voit là quand même une sorte de tableau d'un Chopin qui est, je dirais pas salonnard, mais plus enjoué en tout cas au début et quand même une progression de vie qui va quand même vers le moins vers le plus. Voilà, celle-là je vous jouerai à la fin si vous avez un peu de temps et que vous n'avez pas trop faim. Et nous allons commencer vraiment de la description des mazurkas de Chopin. Alors d'abord, la répétition est très importante, bien sûr, puisqu'elle est intrinsèque non seulement à la danse, mais aussi à toute forme de musique. Une musique sans répétition, c'est aussi une musique, mais c'est une musique qu'on est obligé de répéter pour mieux l'entendre, comme par exemple la musique contemporaine. Elle a besoin d'être répétée dans l'écoute. Jusque-là, la musique faisait tout le travail pour nous, elle nous permettait des répétitions. Donc la répétition a plusieurs raisons d'être tout au long des mazurkas. Elle est de plusieurs natures et correspond à des fonctions différentes. Naturellement liée à la danse, elle règle la carrure des phrases pour appuyer la chorégraphie des danseurs. Par le jeu des reprises, elle permet aussi d'étendre la durée de la danse ou bien de faire fructifier une idée qui est assez courte. Voilà par exemple le début de l'opus 68 numéro 3. Là, on a aussi des variations de type mélodique, c'est-à-dire une mélodie qui reprend, mais en fait dont l'intérieur change. Voilà, on a un début de l'opus 17 numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu au départ ? Qui s'est transformé ? Quelque chose de plus joyeux ou quelque chose de plus, au contraire, de plus chantant, qui est devenu et qui crée un deuxième chant en fait en dessous du premier, comme le danseur et la danseuse. La répétition traduit aussi peu dans les introductions qui sont assez importantes dans les mazurkas. Je n'aurai pas le temps d'en parler beaucoup, mais quand vous les aurez sous l'oreille, toutes, il y en a 58, ça dure 3 heures, donc je suis limité. Les introductions et les codas sont très importantes chez Chopin, dans les mazurkas en particulier, et là elles servent à faire entrer les danseurs, ou imaginer comment se passe l'arrivée des danseurs. On peut avoir par exemple quelque chose qui fait que les danseurs arrivent assez vite, s'arrêtent, et là commence la mazurka. Il s'est rien passé. Attention, ça va être prêt, et on démarre. Voilà, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi une répétition beaucoup plus poétique. Par exemple, voilà la fin de l'opus 24 numéro 3. On est dans un autre type de répétition beaucoup plus poétique. La mazurka, la répétition, c'est aussi la répétition de quelque chose, par contre, là, qui a un rapport avec la Pologne, c'est les cloches. On pourrait dire que les cloches essaiment toute l'histoire de la musique, mais avec Chopin, elles sont là en filigrane, elles sont là présentes, comme dans cette mazurka opus 41 numéro 4, et on sait ce que vont devenir les cloches, celles de Ravel, toutes les cloches de Chirac-Méninoff, etc. Donc la cloche est quelque chose d'important, c'est fondamental en fait, non seulement lié à l'église, bien sûr, Chopin était accompagné à des messes, hein, mais aussi à l'enfance. Je pense que vous-même, vous avez des cloches dans l'oreille de votre enfance. Maintenant, on les interdit parce qu'on considère que c'est une nuisance sonore.
rappelle franchement les cloches. Avec les cloches, donc je vous ai parlé de l'accompagnement tout à l'heure, un autre volant que Chopin reprend, il le reprend de manière, on va dire, traditionnelle, c'est le fameux bourdon dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il va en faire autre chose qu'un bourdon, et la complexité peut devenir presque affolante. Donc le bourdon, c'est quoi? C'est la répétition, c'est, on va dire, le premier type d'accompagnement qui existe, c'est la référence essentielle de toutes les musiques populaires. On la rencontre n'importe où, ce bourdon. C'est un procédé universel qui est certainement le premier procédé d'accompagnement. Et il est traité par Chopin, tout d'abord de façon traditionnelle, comme un effet de tambour, par exemple dans l'opus 6 numéro 3, où l'accompagnement sert de propulseur rythmique pour dire aux danseurs c'est le temps de jouer, pour leur donner l'énergie nécessaire. Si on peut écouter on en parlera tout à l'heure, mais on parlera des rythmes bulgares aussi. Voilà. Alors le bourdon, il est un peu plus, entre guillemets, chiadé chez Chopin. Ce que j'ai appelé le bourdon harmonique. Alors qu'est-ce que c'est que ce bourdon harmonique? Je vous joue la main gauche. C'est bien un bourdon, c'est-à-dire une note et sa quinte. Ensuite, on a aussi une note et sa quinte. Mais après, on a une note, sa quinte et qui se mélange en fait avec une harmonie. Et puis une nouvelle note avec sa quinte. Tous les profs d'harmonie là vous disent revenez la semaine prochaine, les quintes parallèles sont interdites. Donc voilà ce que ça donne, hein, avec un bouchon derrière. Alors il va encore plus loin, Chopin, c'est que carrément il mélange les bourdons, les multigrades. Pour le pianiste, c'est un vrai casse-tête. Ça commence comme ça. Un vrai bourdon de chez Bourdon. Avec dedans des harmonies. Voilà. Et avec un thème, j'ai pas fait le truc original, c'était pour vous montrer un peu l'esprit. C'est-à-dire avec trois strates, une strate avec le bourdon en dessous, une strate avec les harmonies que le pianiste doit se débrouiller comme il veut pour les tenir, pour qu'elles se suivent, et puis une mélodie qu'il doit faire chanter. J'ai fait ce que j'ai pu. Alors après, ça devient très complexe, c'est parce qu'en fait, ces bourdons qui sont en fait des pédales, hein, on peut les retrouver partout sur le clavier, parce que Chopin aussi est un grand inventeur d'espace. Alors voilà ce qui se passe dans une mazurka, je ne vous joue que ce qui pourrait ressembler au bourdon. Et là-dessus, il y a des gens qui chantent, qui rigolent. Donc là, c'est un peu périlleux aussi, parce qu'en fait, il faut pouvoir gérer la pédale pour que on ait une sensation d'un son continu, en fait, sur lequel il y a tous ces sortes de sifflements. Hein, voilà, et puis pour terminer sur les bourdons, parce qu'on va passer à autre chose, un bourdon qui n'est pas un bourdon, qui n'est pas une mélodie, qui n'est pas une harmonie. Mais c'est un bourdon quand même, je le joue tout seul. Résonance fondamentale sur lequel on a
les explorations des Alors, par contre, Lise disait sur justement cette mazurka, quelqu'un qui écoutait, qui disait, oh, c'est de la musique facile, et lui, s'il était connecté à la mazurka. En fait, une fois, il avait joué des mazurkas devant Chopin, et puis Chopin lui dit, mais c'est comme ça qu'on peut jouer les mazurkas, monsieur Liszt, vous ne savez pas jouer la mazurka. Donc, Liszt revient peut-être 15 jours après, et il joue, parce que c'était un grand imitateur, hein, il joue exactement comme a joué Chopin. Et Chopin lui dit, c'est pas mal, mais on peut aussi la jouer comme ça. Donc, parmi tant d'autres trouvailles et inventions sur cet élément folklorique, le bourdon s'émanche-t-il chez Chopin pour devenir partie intégrante de l'harmonie, comme on vient de le voir, dont il est en fait l'origine. Donc voilà, le monde des articulations, tout un monde lointain. Contraint par les exigences rythmiques et chorégraphiques de la mazurka qui doit être à plein temps, Chopin n'en reste pas moins un formidable rythmicien, même dans ce cadre très serré. La mazurka, plus que toute autre danse, intègre déjà dans sa conception la possibilité de variation infinie laissée à la fantaisie des danseurs, on l'a vu tout à l'heure. Lorsqu'on parle du rythme maintenant, qu'est-ce que c'est que le rythme? En fait, on a trois phénomènes musicaux qu'il faut savoir interpréter quand on écoute le rythme d'une pièce musicale. Et ces trois rythmes dont je vais vous parler, par leur interdépendance et la manière dont ils sont combinés les uns par rapport aux autres, créent un effet musical particulier. Alors c'est quoi ces trois rythmes? On a d'abord la mesure. Il est évident que si je compte 1, 2, 3, 1, 2, 3, je n'ai pas la même énergie et le même cycle que si je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou dans la mazurka, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc c'est un vrai moteur rythmique que la mesure, on va l'écouter, et des fois il n'y a que ça à écouter dans une mazurka. Le deuxième élément qui constitue le rythme, quand on parle de rythme musical, c'est le rythme des figures, c'est-à-dire le rythme de mazurka qu'on a vu, pam, 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 ou pam, 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 pam. Donc le triolet. Ça aussi, c'est quelque chose qui, si on le met sur un premier temps d'une mesure, va donner une autre sensation que si on le met sur un troisième temps, etc. Et enfin, le troisième rythme, c'est ce que j'ai appelé le rythme des articulations. Alors qu'est-ce que c'est qu'une articulation? C'est quand je joue ou quand je joue, j'ai pas joué plus vite, vous avez eu la sensation que je joue plus vite. Mais j'ai joué au même tempo. Simplement, j'ai mis de l'air entre mes notes. J'ai, en fait, rajouté du silence entre les sons. Et donc, cette qualité du temps de silence qu'on rajoute, et là, c'est là où demeure un peu l'art de l'interprétation, tout de même, parce que c'est pas écrit. Hein, on n'est pas sur un logiciel comme Final où on vous dit il faut jouer. Par contre, Final peut vous dire oui, vous avez joué 133 millimètres de seconde pour cette note-là. On n'en est pas là, heureusement. Mais il y a toute cette possibilité qui est offerte à l'interprète. Et en même temps, même un son qui joue dans une articulation, par exemple avec de la pédale, ne va pas sonner pareil. Si je vous fais... Et si je vous fais... Vous voyez, ça résonne différemment, en fonction du poids que je vais mettre sur mon instrument, etc., du toucher que je vais pouvoir imprimer au piano. Et plus le piano est bon, plus il va communiquer ces infimes nuances dont parlait Delphina tout à l'heure. Chopin a donné des indications de tempo, alors que jusqu'à l'opus 24, c'est-à-dire les années 34-35. On constate la même désaffection pour ce genre d'indications dans les autres œuvres à partir de cette période. On pourrait supposer que l'accumulation d'indications d'autres natures justifie cet abandon, c'est-à-dire qu'en fait sa musique devient de plus en plus explicite, parce qu'il y note beaucoup plus d'autres choses que l'indication de tempo. En fait, même avant, chez les baroques, il n'y avait pas de tempo écrit, on savait très bien à quelle vitesse jouer les musiques en fonction du matériau qu'il y avait dans les mesures. Et des fois, en fonction du titre. Mais comme on a vu dans la mazurka, il y a 3 mazurkas différentes, de longueurs différentes, il faut aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Alors, commençons par ça, par la mesure. Je vais vous jouer une mazurka en entier pour le coup. C'est une mazurka qui fonctionne sur 2 mesures. Donc il faut l'écouter avec une vision large. En même temps, moi je vais faire le nécessaire pour que vous l'entendiez bien sûr à 2 mesures. Voilà, donc ça fait 1, 2, 1, 2. Ce 1, 2, 1, 2 crée un balancement. Donc maintenant, laissez-vous bercer par ce balancement qui n'est dû que par le fait que la mesure n'est pas une mesure à 3 temps.
La mesure est une mesure à deux temps qui contient la première mesure et la deuxième mesure, c'est-à-dire une mesure de posée, une mesure de levée, comme si on comptait jusqu'à 2. Voilà, l'avancement de la musique, c'est très important. Le premier des phénomènes avec la mesure est donc, comme je vous ai dit, les posées et les levées qui seront ressentis différemment en fonction du tempo choisi. Tout en étant contraint par la rythmique obligée de la mazurka, Chopin, par le jeu des figures d'accompagnement et de la basse, comme ce sera le cas pour cette mazurka, contrarie quelquefois ces posées, comme vous allez l'entendre. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les rythmes bulgares. C'est une chose qui est innotable dans notre notation traditionnelle. Des fois, on rencontre des trucs 7-4, 11-8, des trucs mais complètement délirants. En fait, il suffit de compter jusqu'à 4 et de faire un temps un peu plus long que les autres, mais comme on est obligé de tout compter, on est obligé de tout réduire à la valeur du dessous. Donc ça devient des choses très compliquées. Et ça fait que quand on les lit, ces rythmes, quand ils sont dans la musique, en fait, il faut les repérer. Alors je vous joue ce rythme bulgare. C'est-à-dire si je joue que les attaques. Et c'est des 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 temps, mais le premier est plus long que les autres. Et donc ça donne cette sensation de danse, bien sûr. Très souvent, les rythmes bulgares sont dans des tempi assez rapides. Hein, mais il faut l'entendre comme un rythme bulgare et pas seulement comme des accents. L'émiole, cette chère émiole. Qu'est-ce que c'est qu'une émiole? Alors une émiole, c'est quand on transforme du 3 temps en 2 temps. Donc si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fait je compte 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Vous connaissez tous ce rondeur de 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. C'est un peu, c'est pas tout à fait une émiole, mais c'est cette idée-là en tout cas. On en trouve une dans une mazurka où justement Chopin exprime. Alors cette fois-ci, par contre, dans le baroque, l'émiole est souvent traitée dans les mouvements lents, tandis que là, elle est vraiment à grande vitesse. Paysanne ou un peu fantasque. Voilà, venons-en maintenant au rythme de la mazurka. Alors qu'est-ce que c'est que ce rythme de la mazurka? On a commencé à l'entendre pas mal. C'est celui-là.
ce rythme de mazurka, bien sûr qu'on le rencontre dans les mazurkas, autrement ce ne serait pas des mazurkas, mais ce qui est intéressant, c'est ce que Chopin ensuite en fait. Donc là, il le traite tout à fait de manière traditionnelle. Par contre, on a ce rythme qui est un peu revisité et qui est de plus en plus revisité au fur et à mesure où Chopin utilise les mazurkas et où il arrive vers sa période de maturité. Alors, est-ce que j'ai toujours pas appuyé sur le bouton? Voilà. Donc c'est ce que j'ai appelé les rythmes mazurka revisités. Je vous les joue, écoutez bien la main gauche qui fait pam, 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 d'accord? Et voilà ce que ça donne. Ça donne vraiment pas envie de danser. Le 19e siècle, c'est aussi les rythmes militaires, il y en a partout chez Schubert, mais il y en a aussi, enfin ça traîne tout le 19e siècle de guerre par excellence. Là, on le retrouve aussi dans le mazurka. Et comme il coupe, il fait pas pam pam pam, mais il fait le pam de pam pam pam, en fait vient d'une autre phrase qui est avant. Alors ça fait qu'on n'entend plus ce rythme de mazurka, mais plutôt un rythme militaire. Et ça c'est très intéressant, c'est parce qu'en fait il n'est pas placé au bon endroit. Et puis qui dit guerre, dit mort et marche funèbre aussi, un des grands thèmes du 19e siècle, donc qu'on retrouve dans cette mazurka plus 56 numéro 1. Ce qui se passe, c'est que la marche funèbre, c'est pam, comme c'est tous le pam, pam, c'est-à-dire un, pam, pam, pam. Et c'est justement ce 1 qui est avant le pam, pam, pam de la mazurka qui fait que ça permet à Chopin de colorer ces mazurkas avec cette coloration particulièrement funèbre. Un autre aspect du langage de Chopin, c'est la voix, le chant, mais aussi surtout le langage. Pour lui, la musique parle. C'est vrai que quand on pense Chopin, on pense chant, mais on pense aussi surtout parole. Le langage n'est pas seulement ce qu'on dit, mais surtout comment on le dit. Tout un monde de nuances s'offre à nous dans le biais des articulations. Il faudra attendre le XXe siècle tout de même pour trouver dans les partitions des indications aussi précises que celles qui sont sur la partition que vous avez devant les yeux. Où en fait, ce que j'ai entouré en bleu correspond exactement à la même cellule qui est transformée différemment simplement parce que je ne la dis jamais de la même façon, c'est fait avec les liés, les accents. Alors ça fait qui devient avec cette grande chute et qui devient tout à fait la même chose, avec un petit arrêt avant la dernière note, et qui devient avec un accent, d'accord, et qui devient avec une broderie un peu improvisée, et à la fin, voilà ce que ça donne avec l'accompagnement.
vraiment comme si on entendait quelqu'un, les moindres petites variations des intonations sont importantes. Enfin, une particularité aussi chez Chopin, c'est l'anacrouse. C'est une anacrouse, c'est comme quand on parle et qu'on dit, à la base de dire j'ai faim, on dit oh, et puis j'ai faim. Cependant, la reine, nanana, il était une fois. Donc les anacroses sont plus ou moins longues. Et donc ces anacroses invitent au discours. On en rencontre dans toutes les mazurkas, mais je voulais vous donner la plus... alors elle n'est pas, c'est pas une anacrose parce que... Oups. J'en suis encore. Voilà. Voilà l'anacrose, une des plus longues en fait. Bien sûr qu'il y a la barre de mesure, mais on l'entend comme une longue en fait, entrée en matière dans lequel ensuite on va vraiment entrer dans la mazurka. Très particulier. Bien sûr que le langage, c'est aussi les voix. Chopin est un contrepointiste, c'est-à-dire qu'il écrit du contrepoint, mais son contrepoint est toujours pensé mélodiquement, comme des voix qui se répondent ou qui s'interpellent. On a deux exemples de mazurka avec du vrai contrepoint, à 4 voix, mais on entend plutôt comme un chœur de personnes qui entrent les uns après les autres et qui se répondent dans cette mazurka opus 50 numéro 3. Donc effectivement, le langage, c'est aussi le cantabile, ce qu'on appelle le cantabile, c'est-à-dire la manière de chanter. Chopin, mieux que personne, fait chanter le piano. C'est sûr que des longs legatos comme celui que vous avez là, quand même, qui dure quelque chose comme 2, 4, 6, 8, 10, 12, une trentaine de mesures, c'est assez long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même il y a du langage, c'est-à-dire que les phrases sont articulées. Mais il demande expressément au pianiste de faire croire que c'est un seul jet, très long, très lyrique. Et donc, une des particularités du piano, c'est qu'il a une chance par rapport au chanteur. Il n'y a pas besoin de respirer. Et donc, voilà un ce que je considère comme quand même des plus beaux thèmes, les plus longs des mazurkas. Enfin, l'arabesque, c'est la même idée, mais en plus étendue. Cette arabesque, bien sûr, Debussy lui devra beaucoup, puisqu'il en a écrit deux, et que la notion d'arabesque est très importante chez Debussy, qui se sentait effectivement redevable chez Chopin de ce type d'écriture d'envolée. Voilà l'arabesque d'une des mesures de l'opus 56 numéro 1, qui fait contraste. Alors quel est l'intérêt de cette arabesque? C'est qu'elle fait contraste avec ce qu'on a entendu avant. Voilà. Entre un monde de pesanteur et un monde léger.